Mesdames et messieurs, il y a 15 jours, Jean-Paul Clausel m'a demandé de remplacer Karl Feldbaum, qui a été retenu aux États-Unis par un grave problème de santé dans sa famille. Je le fais avec enthousiasme, vous prévenant quand même qu'on vous avait promis Rostropovitch, mais que vous me voyez là, devant vous, avec mon crin-crin. Karl, c'est l'ancien président de la Biotechnology Industry Organization, l'association professionnelle des industriels de la biotech aux États-Unis. Moi, mon métier, c'est d'être banquier d'affaires. Je suis au Crédit Suisse et je suis le chairman du groupe des sciences de la vie. Donc, ce que je fais, c'est des fusions-acquisitions et je lève du capital pour les sociétés dans la pharmacie et dans la biotech. Ma perspective est légèrement différente de celle de Karl, puisqu'il est l'interface entre l'industrie et tous ses partenaires, notamment le gouvernement, alors que moi, je suis l'interface entre l'industrie et les sources de capital. Cela dit, notre but commun, c'est de soutenir l'essor de l'industrie de la biotech. Les conversations de préparation que j'ai eues avec Karl ont bien confirmé qu'on avait une vision qui était très similaire sur les causes du succès de la biotech aux États-Unis. Et on pourra même discuter de est-ce que, d'un point de vue financier, la biotech a été un succès aux États-Unis et l'est. Et c'est donc ce sujet que j'aborde. Pour illustrer ce succès, rien de plus parlant que de parler d'un exemple qui s'est passé hier. Alors, hier, AstraZeneca a annoncé qu'elle achetait MedImmune. AstraZeneca, c'est une société classique, anglaise, pharmaceutique, dont la spécialité, c'est les petites molécules dans les maladies chroniques. MedImmune, c'est une société américaine de biotechnologie, et AstraZeneca a annoncé hier qu'elle achetait cette société pour 15 milliards de dollars. Si vous regardez la différence, vous voyez que AstraZeneca a des ventes de 26 milliards de dollars contre le petit milliard de MedImmune. Astra dépense 4 milliards de dollars par an en recherche et développement, 9 fois plus que MedImmune. Et si vous regardez la profitabilité relative, il n'y a même pas besoin d'en parler. Pourquoi est-ce qu'AstraZeneca est prête à payer 12 fois les ventes de MedImmune pour acheter cette société, alors que les propres actionnaires d'AstraZeneca capitalisent leur société seulement à 3 fois? Vraisemblablement pas pour le business existant de MedImmune qui correspond à 2 produits qui sont ni très gros ni très extraordinaires, mais bien pour ses capacités dans le domaine de la biotech. Ça illustre ce que, en tout cas, AstraZeneca, comme représentant de l'industrie pharmaceutique, voit dans les capacités de la biotech. Et je rappelle que la biotech, c'est une industrie, pas dans son développement scientifique, mais dans son développement industriel. C'est quelque chose qui a commencé il y a seulement 30 ans. Et ce que je voudrais faire, c'est regarder un petit peu les étapes rapidement de l'industrie de la biotech durant ces 30 dernières années. Si on se replace dans les années 70, durant la phase des pionniers, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans les années 70 et au début des années 80, tout d'abord scientifiquement, les premières réussites dans la manipulation de l'ADN. En 71, la création de Cetus, qui nous donnera plus tard la PCR, que peut-être certains d'entre vous utilisent de façon quotidienne. Et dans le domaine public, un vrai débat sur l'utilisation de l'ADN. Plus tard, l'apparition des anticorps monoclonaux. Je me souviens qu'au début de ma carrière, on pensait que, et ça c'était il y a 25 ans, on pensait que les anticorps monoclonaux, ça allait arriver dans 2 ans et ça allait être complètement magique. Et en fait, c'est arrivé 20 ans plus tard et c'est assez efficace, mais pas forcément la panacée. À cette époque-là, on a aussi vu le clonage de l'insuline et en 76, bien sûr, une date clé, la création de Genentech, qui est vraiment la société symbole de l'industrie de la biotech, non seulement de l'industrie, non seulement c'est le symbole, mais aussi c'est la plus grosse société en tant que capitalisation boursière. Étonnamment, et on l'oublie un peu,
à l'époque, il y avait aussi la création de sociétés de biotech en France, en Inde. Donc ça ne se passait pas seulement aux États-Unis, mais le développement a été évidemment bien plus important aux États-Unis. Maintenant, juste voilà la fin du début avec l'isolement du virus du sida et l'invention de la PCR pour de bon. Dans le domaine financier, la première introduction en bourse dans le domaine de la biotech, c'est celle encore de Genentech, et de nombreux autres développements dans les sociétés, mais beaucoup plus important peut-être, en fait, dans la justice et le Parlement américain, qui mettent en place le cadre légal du développement de la biotech. La Cour suprême autorise les brevets pour les organismes vivants, quelque chose qui maintenant paraît évident, mais qui à l'époque n'était pas, et la loi Bayh-Dole dont on a parlé avant, qui permet aux universités et aux chercheurs de profiter des fruits de leur capital intellectuel, encore quelque chose qui n'existait pas. Aussi la réglementation du Orphan Drug Act, et Hatch-Waxman, qui crée à l'époque, au début des années 80, l'industrie du générique, et donc laisse de la place dans les budgets de santé pour des produits plus chers. Après cette première phase, mettons donc en place les techniques et le cadre du développement de la biotech, une phase de commercialisation avec un nombre important de mises sur le marché des produits qui sont finalement pas si énormes que ça, sauf finalement en 89 l'érythropoïétine d'Amgen et de Johnson & Johnson dans son application avec le cancer, qui est le premier produit qui va être le produit blockbuster de l'industrie de la biotech, avec un chiffre d'affaires maintenant qui fait dans les 5 ou 6 milliards de dollars. Si on continue à regarder cet historique, jusqu'en 97, une série de montagnes russes avec de grands espoirs de produits et d'énormes déceptions, des moments où le marché était grand ouvert à la biotech et des moments où au contraire le marché était très fermé. C'est justement pendant cette période-là que même le fameux Genentech a dû faire un deal, trouver refuge dans les bras de Roche avec les bénéfices mutuels, les avantages mutuels que l'alliance Roche et Genentech a donné. Aussi, un phénomène qui nous rappelle que les marchés de capitaux sont fluides, puisqu'il y a eu un énorme appel d'air en 1997-98 qui a pris les capitaux et qui les a envoyés dans le domaine de l'Internet, et avec un mépris total à l'époque pour les sociétés de biotech. Les actions de ces sociétés doublaient ou triplaient quand elles s'introduisaient en bourse, ce qui n'était pas grand-chose, alors que eBay, par exemple, décuplait le jour même de son introduction en bourse. Mais voilà, donc à la fin des années 90, la biotech ou le marché, oubliant les produits, se prend de passion pour la génomique. Alors même que la frénésie entrepreneuriale n'arrivait pas à créer assez de sociétés d'Internet et assez vite pour que les investisseurs y investissent leur argent, la génomique prend le relais et crée un domaine qui allie la trépidation de la technologie de l'information avec l'idéal de la médecine personnalisée. Tout ça, c'était un peu du gadget, mais c'était la mode à l'époque. C'est à ce moment-là qu'on séquence le génome humain, comme d'autres génomes d'ailleurs. Et tout le monde tombe amoureux de ce domaine jusqu'au 26 avril 2000, qui est le moment où le marché de l'Internet et la bulle de l'Internet explose. Et un peu après, on s'aperçoit qu'un génome séquencé, finalement, c'est très bien, mais ça ne sert pas à grand-chose d'un point de vue thérapeutique ou encore pas encore. Plus récemment, depuis 2003, on revient à un marché beaucoup plus classique, une industrie plus mûre, qui se concentre sur son métier de lancement de produits,
et se comporte non plus comme une industrie émergente, et on verra les statistiques plus tard, mais comme une industrie en phase de mûrissement avec des acquisitions comme celle de IDEC ou de Celtec à l'époque. Et finalement, aujourd'hui, une industrie en phase de consolidation. Amgen et Genentech sont non seulement les plus grandes sociétés mondiales de biotech, mais sont dans le top 10 des sociétés pharmaceutiques en termes de capitalisation boursière. Une chose qui est importante et qui nous renvoie peut-être à la présentation précédente, c'est l'entrée, non seulement les capitaux classiques qu'on connaît, mais l'entrée dans le domaine de la médecine de fondations privées avec des moyens considérables. La fondation Gates, c'est 40 milliards de dollars des Gates et 40 milliards de dollars de Warren Buffett. Ça fait quand même 80 milliards de dollars. C'est quelque chose qui est important et en Occident et dans les pays en voie de développement. Ces fondations ont donc des moyens considérables qui rivalisent en termes d'ordre de grandeur avec les budgets des grosses sociétés pharmaceutiques et de la plupart des États et qui ont une mission indépendante de celle des gouvernements et des organismes internationaux. Et puis finalement, en 2006, au Collège de France, un événement symptomatique, la création de la chaire d'innovation technologique. Donc, quels sont les facteurs qui ont permis à la biotech américaine d'avoir réussi comme on l'a vu? D'abord, ce sont les facteurs qui sous-tendent, à mon avis, le développement technologique et la création de valeur aux États-Unis tout court. Pour commencer, et ça fait partie de l'histoire des États-Unis, sauf peut-être durant la parenthèse de Great Society de Johnson des années 60 et un peu des années 70, aux États-Unis, le principe, c'est un État de taille faible à moyenne, une fiscalité moyennement pesante sur les revenus et une fiscalité basse sur les plus-values. Ça, c'est la base de la création d'entreprises. Et l'autre chose, et ça c'est depuis Reagan, en fait, très peu de micromanagement de là où l'État met son argent ou ne prend pas l'argent en fait, et on laisse le capital aller naturellement se diriger vers là où sont les opportunités, plutôt encore que d'essayer de micromanager. Plus spécialement dans l'industrie de la biotech, quelque chose d'autre et de très important, c'est un énorme financement de la recherche fondamentale, je dirais with no strings attached. Et on voit, ça c'est le budget du NIH qui fait quand même 30 milliards de dollars à peu près chaque année et qui donc investit en recherche fondamentale ou en recherche appliquée, mais assez en amont. On observe ce phénomène en général, non seulement dans la recherche médicale, en remarquant que les États-Unis consacrent 3% de leur PIB à la recherche et au développement. Compte tenu de la taille de l'économie américaine, c'est quelque chose d'évidemment bien plus grand que n'importe qui d'autre. Comme on l'a vu en parlant de ce qui s'est passé en 97 et 98 pendant la bulle Internet, le venture capital se rétablit non seulement, se répartit non seulement dans la santé, mais dans tous les domaines technologiques. Et même à l'intérieur de la santé, c'est non seulement la biotech, mais c'est aussi tous les autres domaines, y compris la technologie médicale. Et ce que cette étude montre, et c'est là où le venture capital, le capital plus classique se répartit dans la médecine ou dans les autres technologies. On a vu que des baisses, des réductions de prix des produits biotech ou des produits pharmaceutiques en général entraînaient une réduction des investissements en recherche et développement.
quelque chose qui, aux États-Unis, touche particulièrement les électeurs contribuables patients qui se disent qu'à terme, l'accès aux médicaments et aux médicaments innovants va peut-être être réduit si on diminue, par exemple, l'investissement en R&D, en recherche et développement de 30%. Essayons de comprendre l'environnement dans lequel évoluent les sociétés de biotech aux États-Unis. Elles sont soumises à différentes pressions provenant de 6 forces que j'exprimerai comme ça. La première, à droite, funding, c'est la force budgétaire. Quels sont les capitaux disponibles pour le développement de la société? Quel est le retour sur investissement attendu? Les marchés de capitaux américains sont profonds. Ils proviennent du seed capital, des venture capitalistes, de la bourse, des sociétés pharmaceutiques, et maintenant de nouvelles sources, les fondations, comme j'ai mentionné avant, et même les hedge funds. La deuxième force, c'est celle de la politique gouvernementale en général, issue de toutes les décisions politiques et réglementaires prises. Pour en citer quelques-unes, je pense à l'action de la CMS, de la FDA, de la politique des brevets, de Waxman-Hatch, de Bayh-Dole, etc. Aujourd'hui même, 2 groupes de sénateurs se battent. On a Kennedy contre Clinton. 2 groupes de sénateurs se battent pour définir l'environnement dans lequel vont évoluer les biosimilaires. La troisième force, c'est celle de la technologie, reposant sur les budgets des instituts publics, l'éducation, l'université et les sociétés elles-mêmes. La quatrième force, c'est celle de la responsabilité, garantissant que les innovations soient sûres, efficaces et qu'elles s'inscrivent dans une logique de coût justifié. Elle s'articule autour de la FDA, des vues des patients eux-mêmes et aussi des différents organismes de paiement, y compris dans le cadre de leur relation avec Medicare. La cinquième force, c'est celle des consommateurs patients eux-mêmes, avec la facilité maintenant qu'ils ont de trouver une deuxième opinion sur Google, de s'organiser en groupes de patients, de familles, de donneurs de soins. C'est tout ce qui a sous-tendu le succès de Genzyme, par exemple. Et puis finalement, la sixième force, c'est celle de l'ordre établi. Cette nouvelle technologie, à qui elle va profiter? Ce produit, qu'est-ce qui remplace? Qui va gagner moins d'argent si ce produit va être introduit? Chaque différente société de biotech a ses propres réponses et on a tâché de trouver les facteurs de succès de ces sociétés. Donc, je les énumère comme ça. D'abord, l'environnement national, très important, avec sa politique fiscale, encourageant l'investissement de façon, je dirais, aveugle, et son budget de recherche énorme, et ses universités, bien sûr. Un phénomène plus difficile à cerner est le sens de l'entreprise des gens, qui est pourtant bien réel, y compris chez nos compatriotes qui s'expatrient aux États-Unis. Un autre facteur est la clarté de l'environnement réglementaire, y compris celui touchant à la protection de l'innovation. La confusion régnant dans le domaine des biosimilaires est bien le contre-exemple qui prouve cette règle. Alors même que l'industrie pharmaceutique connaît des moments difficiles, la biotech profite de son existence et de sa proximité pour acquérir des compétences vitales, notamment dans les secteurs du développement, de la production et du marketing et des ventes. Ce n'est pas un hasard si Actelion, la société de nos amis Clausel, est à Bâle. C'est bien évident que Saint-Flour n'aurait pas fourni les compétences nécessaires à la société. Entre parenthèses, alors même que je n'arrive pas à comprendre la pertinence du concept de champion national, la présence d'une grande société pharmaceutique en France est pratiquement indispensable au développement d'une industrie de la biotech dans le pays. L'environnement financier est extrêmement important également. La taille énorme des dépenses de santé aux États-Unis et la politique de prix libre, ou en tout cas pas contrôlée de façon centrale, laisse place à un retour sur l'investissement. La profondeur de l'industrie du venture capital et des marchés ont permis le développement de la biotech. Un autre facteur de succès est la manière dont les médecins encouragent l'innovation et sont prêts à en discuter les mérites thérapeutiques. Et finalement, le patient lui-même, n'hésitant pas à s'organiser en groupe de pression,
pour garantir un accès aux technologies les plus nouvelles. On le voit tout le temps aux États-Unis, on l'a même vu en Angleterre de façon étonnante. Quand on parle des États-Unis, il faut quand même se souvenir que c'est un très grand pays, géographiquement en tout cas, et alors même que certains des critères que nous avons énumérés sont propres aux États-Unis dans leur ensemble, certains, et peut-être les moins facilement quantifiables, sont particulièrement développés dans telle ou telle autre région. On voit en particulier le succès de la Californie, et notamment la région de San Francisco, où le naturel avec lequel les chercheurs de UCSF ou de Stanford ont rejoint la biotech, sans façon, a soutenu le développement de l'industrie. Boston a suivi, mais avec plus de réticence et quelques retards. Les scientifiques là-bas étaient un petit peu plus snobs. Les relations entre l'université et les sociétés étaient, en tout cas au début, pleines de méfiance. Ça a changé maintenant. D'autres régions tiraient parti de leurs forces particulières, que ce soit San Diego ou Seattle. Le New Jersey, qui n'est pas connu pour ses grandes vous souriez, qui n'est pas connu pour ses grandes institutions de recherche médicale, a toute cette concentration de sociétés pharmaceutiques qui sont comme un réservoir pratiquement inépuisable de compétences. Le contre-exemple, bien sûr, et aux États-Unis, on appelle ça the Socialist State of New York, c'est l'État de New York et la ville de New York. Cette ville de New York qui a Rockefeller University, Cornell, Columbia, NYU, d'énormes contributions des NIH, toutes les grandes banques du monde, 2 grandes sociétés pharmaceutiques, et qui, malgré ça, est un désert de la biotech. Si vous vous souvenez de la page des 6 forces, une des 6 forces est la responsabilité, notamment vis-à-vis de l'environnement dans laquelle les sociétés se trouvent, et les instances de l'État et de la ville de New York, les citoyens même de New York, ont développé une attitude pratiquement anti-frankensteinienne vis-à-vis de la biotech. Si vous regardez ici, vous voyez le chiffrage des différentes régions, avec bien sûr San Francisco très grand, Boston ensuite, et très loin derrière Los Angeles, où se trouve Amgen, et qui est un peu une exception à la règle. Cette industrie trentenaire commence maintenant à avoir des ventes sérieuses. On voit que maintenant c'est à peu près à 50 milliards de dollars. Les sociétés cotées sont maintenant, arrivent maintenant à peu près à la profitabilité, mais on voit quand même que si on regarde toutes les sociétés dans leur ensemble, c'est une société qui a 30 ans, c'est une industrie qui a 30 ans, c'est une industrie qui fait 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et ça c'est les pertes en pourcentage du chiffre d'affaires. C'est une société qui c'est une industrie qui après 30 ans perd encore de l'argent maintenant. Quand on regarde l'évolution boursière de l'industrie, le graphe en bleu, c'est Amgen, et le graphe en rouge, c'est la biotech, qui a mieux performé que l'industrie pharmaceutique, mais finalement, plus ou moins comme le reste du marché. Mais finalement, pourquoi est-ce que les investisseurs continuent à investir et pensent qu'il y a un futur dans l'industrie de la biotech? Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution des mises sur le marché par la FDA, d'une part des produits venant de la biotech en jaune, et on voit qu'ils montent, de l'industrie pharmaceutique, de Big Pharma en noir, et on voit qu'ils descendent, malgré une énorme augmentation des dépenses de recherche et développement de la pharma, et des dépenses de R&D de la biotech qui sont finalement assez basses. Donc, une bien plus grande efficacité des sociétés de biotech.
Et alors même que Amgen, aujourd'hui, commence à se placer du côté des pharma, quand on regarde l'évolution ça, cette slide montre les futurs produits de Pfizer, de Merck, de Lilly, de Wyeth, prévus par les analystes. Et on voit que chacune de ces sociétés va quand même avoir de graves problèmes dans les 3-4 ans qui viennent. On peut donc imaginer qu'ils vont, comme AstraZeneca, commencer à regarder encore plus vigoureusement du côté de la biotech. Merci.